Good morning. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, chers amis qui viennent de venir de toutes les parties du monde pour être avec nous sur ce dialogue africain sur le COVID-19 et le futur de la protection sociale. Nous allons avoir la première séance aujourd'hui, les voix des Africains affectés par le COVID-19. Donc c'est la crise en fait. Nous allons partager les expériences sur les impacts du revenu, moyens de subsistance et bien-être de la population africaine. Je m'appelle Cyril Lahey, qui serait votre modératrice pour le moment. Je vous souhaite la bienvenue et tout protocole observé. Je voudrais alors souhaiter la bienvenue à vous tous et vous dire que vous pouvez être capable d'écouter l'interprétariat. Il y a le portugais, il y a le français, il y a l'anglais. Donc, vous devez donc cliquer sur le bouton et puis sélectionner la langue de votre choix à utiliser. Alors, assurez-vous que vous éteignez le bouton, c'est-à-dire le micro si vous ne parlez pas. Il y a la section de réponses, questions et réponses, Q et A, là où vous allez envoyer toutes vos questions pour que les panélistes puissent y répondre. Vous êtes les bienvenus. Et maintenant, je voudrais souhaiter la bienvenue à Lefoko qui va nous donner une information brève. Lefoko vient de l'UA, de le secrétariat de l'UA, et il va nous souhaiter la bienvenue avec le discours d'ouverture. Bienvenue, Lefoko Kesamal. Merci beaucoup, modératrice. Alors, je vais commencer par saluer à tout le monde et souhaiter à tout le monde la bienvenue à ce dialogue. C'est une grande opportunité pour la Commission de l'Union africaine de faire partie de ce dialogue et aussi de dire quelques mots pour commencer et aussi commencer la discussion d'aujourd'hui et pour savoir que l'Union africaine est ici, est intéressée à entendre les histoires donc, qui sont relatives à l'impact du COVID-19 sur le continent africain et aussi entendre les narratives diverses. Alors, le fait que le venu du COVID-19 a affecté l'Afrique en particulier, politiquement, économiquement. Donc, cela a eu un effet sur d'autres secteurs qui a causé la marginalisation de certains groupes, les femmes, les jeunes et les autres donc, qui ont connu cette marginalisation. Alors, je voudrais mentionner aussi que cette épidémie a causé un défi sanitaire. Le fait que nous avons entendu les données, les histoires, certains, nous allons les entendre aujourd'hui, là où il y a beaucoup de cas d'abus de toutes les formes, parce que les gens étaient dans la quarantaine et dans le confinement. Cela a affecté beaucoup de personnes. Permettez-moi de dire que, mesdames et messieurs, pour aborder cela, l'Union africaine a certaines stratégies. Alors, d'abord, je voudrais mentionner une stratégie que nous allons partager. L'une de ces stratégies, donc, c'est la réponse aux défis socio-économiques causés par le COVID-19. Alors, cette réponse
a été développé pour aborder les questions relatives à l'impact négatif du COVID-19. Et ceci dit, ce forum, ce dialogue fournit une opportunité de regarder l'impact du COVID-19 et aussi les leçons apprises. Et alors, les participants dans ce dialogue sont très importants parce que nous allons entendre d'eux. Et alors, nous allons aussi entendre certains présentateurs et apprendre certaines leçons. Alors, et aussi, donc, retenir certaines choses que vous avez pu faire. Regardant la stratégie que nous avons, on va voir si cette stratégie est relative au vaccin, au dépistage, ou bien à l'approvisionnement des moyens de protection au niveau social. Donc, dans les pays membres, donc, pour voir comment ils peuvent riposter au COVID-19 qui s'abat sur la population. Cela va être une discussion très importante. Alors, je voudrais terminer en disant que c'est très important que nous puissions dialoguer, parler ensemble et voir comment nous pouvons éliminer ou aborder ce monstre, non seulement celui-ci, mais les autres problèmes qui peuvent surgir plus tard. Donc, travaillant avec beaucoup d'acteurs non étatiques pour travailler ensemble. Par exemple, nos gouvernements, organisations internationales. Alors, nous avons besoin de collaboration pour écouter ces voix-là. Et je crois que au nom de la Commission de l'Union africaine, ces voix seront entendues et vont être prises en considération. Ceci dit, l'illustre distingué, distingués invités, mesdames et messieurs, donc nous réitérons donc l'engagement de travailler, fournissant les efforts pour réaliser les objectifs fixés, pour avoir une Afrique que nous voulons, sans laisser quiconque de côté, surtout dans cette période de la pandémie. Je voudrais finalement vous remercier, mesdames et messieurs, chers participants, spécialement ceux qui représentent les groupes marginalisés, les enfants, dont les voix nous allons entendre bientôt. Merci, Madame la modératrice. Au nom de la Commission, au nom de l'organisation, sur des commissaires différents, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Letsoko Kessama. À ce moment-ci, je voudrais inviter Dr Jean-Marie Angolo, chef de la division de bien-être social des groupes vulnérables et du contrôle des drogues dans la Commission de l'Union africaine. That was Dr. Jane Ongolo speaking. Okay. Yes. Thank you. Thank you for that clarification. Il y a quelqu'un qui va parler à son nom parce qu'il n'est pas disponible. Maintenant, je voudrais inviter les voix. Nous voudrions voir les voix des enfants, travailleurs informels, et les gens les plus âgés qui ont été affectés par le COVID-19. Alors, je vous donne l'opportunité aux enfants qui vont partager leurs expériences sur l'impact que le COVID a eu sur les enfants. Et après cela, je vais donner la parole aux travailleurs informels, aussi aux personnes plus âgées. Vous êtes les bienvenus. Bon après-midi, mesdames et messieurs. Je m'appelle Paul, je travaille pour Save the Children. Et je vais présenter les enfants qui vont parler aujourd'hui. Je voudrais d'abord indiquer que les enfants ont reçu le soutien de Save the Children, mais les enfants qui vont parler cet après-midi, donc ils ont réfléchi sur certains rapports
qui ont été développés pour eux par Save the Children. Et les enfants qui vont parler cet après-midi sont Kitalu Mwenya et Chalouzi Nandu. Kitalu va partager, réfléchissant sur l'effet du COVID-19 sur les enfants et aussi comment il a impacté sa vie. Charles, après, va partager sur les effets que les structures sociales ont été donc interrompues à cause du COVID-19. Merci. My name is Mwenya. Je m'appelle Mwenya. Je suis dans la 8e année, j'ai 13 ans. J'habite dans le district de Dosema. Avant de continuer, je voudrais vous remercier pour ce privilège de parler dans ce forum. Je voudrais partager mon expérience sur le COVID-19 dans ma vie comme enfant, parlant sur les changements importants expérimentés par nous les enfants et comment nous sommes adaptés au COVID. Mesdames et messieurs, la venue du COVID-19 nous a affectés. Pour moi, j'ai compris que je devais rentrer à la maison et rester là. Je n'ai pas pu voir mes enfants et vraiment les mathématiques m'ont manqué aussi. Donc, j'étais là-bas à la maison avec mon frère. C'était comme un isolement chaque matin, spécialement pendant la saison pluvieuse. Je suis allé cultiver alors pour que je puisse avoir de l'argent pour acheter quelque chose donc à la rentrée scolaire. Ma famille et moi, nous lavions pas les mains régulièrement avant le COVID, mais depuis la venue du COVID-19, je me lavais les mains avec le bassin, de l'eau et du savon pour prévenir donc le COVID-19. Ma famille et moi, nous ne buvons pas de l'eau d'un seul verre. Mes frères et sœurs, nous ne serrons pas les mains, ni serrons les mains les visiteurs. Alors, quand je suis au public, spécialement à l'école et au véhicule, donc je garde la distanciation sociale. Mon expérience donc a augmenté parce que mes parents n'avaient pas assez de revenus donc pour acheter de la nourriture ni payer pour le Merneval. Cela a eu un effet sur ma croissance. Mesdames et messieurs, je ne suis pas la seule affectée par le COVID-19 dans ma communauté, mais d'autres enfants aussi, d'autres familles ont été affectées. Permettez-moi de citer la voix de mon ami Aneba. J'allais à l'école quelquefois, mais j'ai constaté que c'était très difficile comme résultat de la faim. Alors, ça a été un problème parce que normalement, on ne mange pas régulièrement. Même quand nous mangeons, ce n'est pas suffisant. Alors, je devais accompagner ma grand-mère pour travailler dans le champ pour pouvoir trouver de la nourriture. C'est très difficile pour moi d'être à l'école. Alors, je pense que c'est très difficile de travailler pendant la saison des pluies parce qu'on travaille dur. De travailler dur au lieu d'aller à l'école. Fin de la citation. En plus, comme enfant dans la communauté, nous avons expérimenté beaucoup d'abus et de violences dans notre communauté. Par exemple, 3 filles de mon voisinage ont été engrossées quand ils étaient très petites. Alors, une autre fille de Campindi a été vraiment violée pendant cette période. Cela nous a affecté, nous les jeunes filles, pour notre futur. Mesdames et messieurs, je voudrais dire merci beaucoup. Okay. Thank you very much. Merci beaucoup. Nous avons entendu de l'enfant. Merci pour partager votre expérience pendant le COVID-19. Maintenant, je voudrais prendre cette opportunité pour souhaiter la bienvenue
représentant. Oh, il y a un autre enfant qui va parler. Il s'appelle Charles. Oui, Charles, vous avez la parole. Je m'appelle Charles, j'ai 17 ans. Je suis en 7e année. J'habite dans le district en Zambie. Je voudrais parler sur mon expérience sur dans certaines cultures sociales. En Zambie, le paiement pour le transfert des fonds a changé jusqu'en 2020. Alors, il y a beaucoup de problèmes alors pour les enfants qui ont abandonné l'école parce qu'ils n'avaient pas assez de minerval. Alors, ce paiement signifie que 7,2 dollars qui était payé chaque 2 mois. Je suis victime de ceci parce que ma mère est veuve et nous sommes 6 enfants. J'ai été affecté quand ce paiement de minerval a été retardé. Alors, on ne pouvait pas continuer les études, nous les 3. J'ai aussi connu les défis pour avoir les nécessités scolaires, par exemple l'uniforme, les livres et d'autres matériels scolaires. Aussi, le retard dans le paiement de ce fonds social pour le minerval donc, a fait que je perdais la concentration en classe. Il y avait les moments où je mangeais une fois par jour et j'ai senti beaucoup de faim. Mais il n'y avait rien que je pouvais faire parce que je devais aider ma mère. Alors, quand cette assistance donc, était régulière, donc je n'en fais pas de problème, j'aidais ma mère. Je me rappelle qu'une fois, nous sommes allés nous coucher sans manger jusqu'au jour suivant. Pendant beaucoup de temps, pendant quelques mois, ma mère n'avait reçu rien du gouvernement. Elle m'a demandé de m'aider moi-même, comme un homme. J'ai commencé à aller chercher du travail, comme cerclage, cultiver, creuser pour avoir de l'argent, et aussi aller porter le bois pour que je puisse avoir de l'argent pour aider ma mère, pour avoir de l'argent, pour répondre à mes besoins scolaires. Même les habits, je les ai achetés moi-même. Cela a affecté ma performance scolaire parce que toujours, je ratais les études pour aller chercher du bois de chauffage. J'étais le seul j'étais pas seul qui était affecté, mais les autres enfants du voisinage. Je vais donner un exemple de mon ami qui a dit qu'il avait 6 ans quand sa mère est morte. Mais quand cela s'est produit, il a pris la responsabilité de prendre soin de ses frères et sœurs en 2019. Quand je ne recevais plus d'argent du gouvernement, donc la vie était très dure parce que elle payait. Je devais donc aller chercher du bois de chauffage pour collecter de l'argent pour aider ma famille. Nous pourrions aussi aller chercher du charbon pour trouver de l'argent. Alors, c'est la fin de la citation. Alors ce transfert, donc, quand il a été arrêté ou interrompu, donc, cela nous a affecté beaucoup. Cela a interrompu mon éducation et mon bien-être social. À plus de cela, mes parents sont devenus dépendants de moi pour que je les aide à répondre à nos besoins. Donc, j'ai été encouragé, bien sûr, à violer mon droit de bénéficier. Donc, ça fait le travail infantile. Alors, mais pour répondre à ces besoins primaires, je devais manger une fois par jour, ce qui n'était pas différent. Alors, il y avait le problème donc de l'insécurité alimentaire parce qu'il n'y avait plus de cette assistance sociale. Alors, les parents ne pouvaient pas répondre à tous ces besoins. Parce que sans argent, dans beaucoup de familles, il y a beaucoup d'abus. Et
et ayant vécu cette expérience sans recevoir l'assistance sociale, je voudrais dire que cette assistance sociale contribuait aux ménages qui n'avaient pas assez de revenus. Je voudrais alors conclure en disant que l'irrégularité dans l'assistance sociale donc, a affecté les ménages. Alors, mon expérience et celle des autres personnes donc, ont aussi vu la violence des droits des enfants. Alors, il y a le travail infantile, l'abus sexuel et aussi le fait de trouver des moyens pour survivre à tout prix. Alors, ayant présenté dans différents forums donc, nos problèmes, le gouvernement s'est déterminé à chercher, ou s'est déterminé plutôt à régulariser l'assistance. Alors, les gouvernements et les organisations donc, doivent aider les enfants pour qu'ils puissent être développés. Donc, ils doivent le faire donc, dans différents programmes. Étant donné l'effet du COVID-19 sur l'économie, la santé et l'éducation, il est temps de protéger les populations vulnérables et éliminer la pauvreté qui sévit actuellement. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Vous avez entendu alors des voix des enfants et vous avez constaté que le COVID a vraiment impacté négativement le bien-être des enfants dans tous les aspects. Alors, par conséquent, la protection sociale est très importante pour intervenir et appuyer ces enfants. À ce moment, je voudrais inviter un représentant des travailleurs informels, Annie Diouf, chef du département de l'économie informelle à la Confédération nationale du Sénégal et membre du Conseil des Streetnet International, qui va parler pendant 5 minutes. Soyez les bienvenus. Annie Diouf, it's now your turn. Annie Diouf, vous avez la parole maintenant. Donc, allumez le microphone et puis parlez. Vous avez 5 minutes. D'accord. Bonjour, chers camarades. Je suis Annie Diouf. Je m'en vais vous faire une présentation au nom de WEGO. Et je crois que la pandémie de la COVID-19 sur les travailleurs, concernant l'impact de la pandémie sur les travailleurs de l'économie informelle. Sachant que, bon, je vais me référer sur l'exemple de mon pays où la stratégie d'adaptation nationale du gouvernement concernant la protection sociale porte sur plusieurs actes, dont le plus inquiétant pour nous est l'accompagnement du secteur informel pendant, durant et après cette COVID-19. Dans notre pays, quand même, nous avons eu la chance que la pandémie est en train de beaucoup régresser, mais ça ne veut pas dire que la pandémie a complètement disparu. Toutes les stratégies tendant à changer la vie des populations actives ont démontré que le programme de l'État se focalise particulièrement sur le secteur formel à travers des régimes contributifs au détriment des acteurs de l'économie informelle, surtout en ce contexte de pandémie 19. Cette pandémie qui a fait des ravages à travers le monde et mis à genoux toutes les économies n'a pas épargné les travailleurs de l'économie informelle dans sa généralité, mais plus particulièrement les vendeurs et vendeuses de rue et de marché. Cette couche vulnérable qui ne bénéficie d'aucun statut juridique a subi le choc de la COVID-19 d'une manière extrêmement violente qu'elle n'est pas prête à se relever.
L'État du Sénégal, réaction face au Covid, a dépensé une somme de 69 milliards de francs pour soutenir des ménages en denrées alimentaires et services comme l'électricité et l'eau. Mais la manière dont cette aide a été distribuée n'a fait qu'être à nu les inégalités existantes dans la gestion des populations au Sénégal. La méthodologie de ciblage des bénéficiaires démontrant nettement que les travailleurs de l'économie informelle ne font point partie des priorités du gouvernement. Des pères et des mères de famille ont été chassés de leur lieu de travail, que sont les rues et les marchés, par des déguerpissements sans pitié et accusés d'être les vecteurs de la maladie sous prétexte que les marchés sont sales et permettent au virus de se transmettre facilement. Les travailleurs informels, n'étant pas originaires des grandes villes, n'ont pas été pris en compte dans l'aide alimentaire parce que ne figurant pas sur le registre unique d'identification appelé RNU, ni soutenu quand les bailleurs les jetaient dehors pour faute de paiement de leur loyer. Beaucoup de familles se sont disloquées pendant la période de confinement. Elles ont été chassées de leur logement pour cause de non-paiement de loyer. Des enfants ont subi les conséquences car leurs parents étaient obligés de déménager dans d'autres bidonvilles et leur scolarité en a été perturbée. C'est dans ces moments difficiles que les populations avaient besoin d'être protégées au lieu d'être laissées à eux-mêmes. Je prendrai comme exemple leur envie de vouloir survivre dans la dignité. Et malgré cette marginalisation sans répit, il y a eu des groupes d'acteurs informels qui ont décidé de ne pas se laisser abattre et ont pris des initiatives personnelles comme ce groupe d'acteurs informels qui ont décidé d'aller à l'intérieur du pays, emprunter des terres pour exploiter un casier judiciaire, un casier risicole de 6 hectares de riz, financé par leurs propres moyens pour avoir de quoi survivre avec leur famille à la fin de l'hivernage 2020. Il y a aussi ces travailleurs de l'économie informelle qui ont pris l'initiative de créer leur propre mutuelle de santé nationale des travailleurs de l'économie informelle, appelée Mousnaté, sur des fonds propres, encadrés par l'Agence de couverture maladie universelle, la CMU, et soutenu par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal sous l'égide du ministère du Commerce. Nous sommes conscients que la migration de l'informel vers le formel est la meilleure, le régime simplifié pour le petit contribuable qu'on appelle le RSPC, les tentatives de l'État pour trouver une solution à l'informalité sont vaines. Et cela est dû à une politique non inclusive dans la gestion qui est le pilier de l'économie nationale. En conclusion, les États membres doivent comprendre que la protection sociale pour tous est un droit humain. Ils ont l'obligation de la matérialiser auprès des institutions internationales par la ratification et l'application des normes internationales. Les États membres doivent favoriser les approches inclusives dans la prise de décision des travailleurs de l'économie informelle en particulier. Comme indiqué dans le PSE de notre pays, le plan Sénégal émergent, nous attendons avec impatience la promesse d'appropriation de l'initiative pour un socle de protection sociale garantissant un meilleur accès aux services essentiels
et aux transferts sociaux pour les plus pauvres et les plus vulnérables en articulation avec la stratégie nationale de protection sociale. Je vous remercie de votre aimable attention. Je suis Madame Annie Diouf, donc c'est moi qui ai fait cette présentation. Merci. Thank you very much, Anne Diouf, for representing the informal workers. And indeed, as she has shared, the informal workers have lost their livelihoods because of COVID-19. And therefore, that is why social protection is very important. And it needs to include also the informal workers, not just the formal workers. At this time, I would like to invite inviter les représentants de toutes les personnes. Ignacio Paca, qui est activiste des droits humains de Malawi. Paca, vous êtes le bienvenu pour partager vos idées. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité de parler à ce moment-ci. Je m'appelle Ignatius Mbaha, MAHA. J'ai 71 ans. Je vais parler de la pandémie de COVID-19. J'ai trouvé que cette pandémie est vraiment mortelle parce qu'elle a amené la misère à moi individuellement et aussi dans ma famille. Alors, cette pandémie a amené la souffrance à moi. Maintenant, à cause des mesures que le gouvernement a mises en place, que nous devrions porter les masques, laver nos mains avec le savon aussi, que nous devrions utiliser les désinfectants. Cela a été vraiment très dur pour moi, comme une personne très âgée. Alors, maintenant, il y a aussi l'augmentation des prix que vraiment nous ne pouvons pas trouver pour acheter certaines choses maintenant. Tout ce que je trouve, je l'utilise pour moi et ma famille et essayer d'épargner. Mais pour que je puisse acheter les désinfectants et les masques et le savon à tout le temps, donc je trouve du mal à le faire. Je souffre dans ce monde à cause de cette pandémie. Alors, même si le gouvernement nous a donné un vaccin, j'ai été vacciné, mais toujours, nous suivons toujours les mesures qui ont été mises en place. Une chose que je ne peux pas vraiment gérer comme une personne vieille, j'ai besoin de votre assistance. Maintenant, l'année passée, par exemple, quelqu'un nous a aidé avec un seau, un robinet et aussi du savon. Nous l'avons utilisé, mais nous ne sommes plus capables de nous procurer des masques, du savon, des désinfectants aussi. Alors, maintenant que je me suis assis ici, j'ai besoin de l'assistance pour commencer des affaires. Si je pouvais être aidé pour que je puisse avoir l'accès à l'argent, je pourrais donc commencer les affaires parce que j'ai de l'espace. Je peux vendre du sucre, certains articles, du riz, et je peux vendre du haricot pour que je puisse avoir quelque chose. Alors, ce que je confronte maintenant n'est pas vraiment, n'est pas facile. Je souffre. Maintenant, comme une personne âgée, je souffre beaucoup. J'ai besoin d'assistance. Alors, ce que je confronte comme une personne vieille, donc, est la même chose que les autres personnes âgées confrontent. Alors, s'il y a les gens qui peuvent aider les personnes âgées qui n'ont plus de force, qui ne peuvent plus avoir de l'argent, vraiment, que ces gens, que ces pays, que ces organisations puissent le faire, qu'ils aident
les plus âgés dans la société, y compris moi-même, parce que nous souffrons beaucoup, nous souffrons réellement. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour représenter les personnes âgées et vous avez bien expliqué les questions que les personnes âgées confrontent. Je voudrais maintenant encourager ceux qui sont dans cette réunion ce matin, cet après-midi, ce soir, hein, de se sentir à l'aise et de partager leurs questions en écrivant, en cliquant sur le bouton de questions et réponses Q et A pour que les panélistes puissent répondre à vos questions. Donc, avant la fin de cette séance, je voudrais maintenant inviter Precious Ngonga, qui est chef du programme protection sociale de FES, Frédéric Stifton de Zambie, pour qu'elle puisse faire des réflexions sur l'impact du COVID-19 sur différentes populations de l'Afrique. Precious, vous avez la parole. Continuez. Merci beaucoup. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, chers amis du continent et de l'extérieur. Je voudrais aussi féliciter les représentants de l'UA et aussi des États membres qui nous écoutent cet après-midi ou ce matin ou ce soir, les organisateurs de l'Organisation internationale du travail, Save the Children, Wigo et mes collègues de Frédéric Stifton. Je suis Precious Ngonga. Comme elle a déjà dit, je suis chef du projet de protection sociale en Zambie. Je voudrais réitérer les sentiments de FES. Nous sommes donc une fondation basée en Allemagne. Donc, nous avons une historique donc, en matière de protection sociale, de solidarité, en incluant tous les citoyens pour qu'ils participent à différents niveaux pour donc atteindre la justice sociale. Donc, aujourd'hui, nous nous trouvons sur cette plateforme pour partager sur les questions que nous voyons sur la protection sociale et aussi travailler sur certaines stratégies. Notre objectif, c'est d'assurer que la protection sociale soit motivée socialement et que le discours sur le développement économique et aussi la sécurité et la réduction de la pauvreté soit discutée. Maintenant, mesdames et messieurs, permettez-moi de réitérer ce que les sœurs et sœurs ont dit en matière de partager les voix sur donc, ce que nous voyons en utilisant donc les statistiques. Maintenant, je voudrais partager l'augmentation prévue donc, au niveau de la pauvreté infantile, au niveau global, surtout en Afrique subsaharienne. Comme on a parlé de beaucoup de choses que les personnes confrontent, les enfants confrontent à cause du COVID-19. Suivant les statistiques et l'analyse fournie par Save the Children International et l'UNICEF, menée en 2020, COVID est prévu à pousser à 117 plus d'enfants dans la pauvreté. Cela est prévu à avoir lieu donc en Afrique subsaharienne et dans le sud de l'Asie aussi. Il y a 25 millions de dollars, 25 millions d'enfants qui peuvent se trouver dans la pauvreté. Nous savons que beaucoup de millions d'enfants confrontent beaucoup de problèmes de privation, par exemple le manque d'accès aux services de soins de santé et aussi à l'éducation, ce qui donc les empêche d'exercer leur potentialité. Alors,
On pense qu'on pouvait, on espérait qu'on allait améliorer en 2021 pour qu'on puisse vraiment sortir de cette impasse, à moins que nous puissions prendre les actions pour aborder ces problèmes de COVID-19. Donc, nous allons avoir plus de dégâts, non seulement sur les enfants qui vivent dans la pauvreté, mais aussi pour les générations futures. Mesdames et messieurs, entendre les voix des enfants sur le période du COVID-19, Save the Children International a fait donc une enquête sur l'impact du COVID-19 sur la pauvreté des enfants. Nous voyons que 31 000 adultes réponses ont été collectées, y compris 13 477 des enfants. Bien sûr, si vous regardez les statistiques, 69% des enfants ont répondu, des adultes plutôt ont répondu, disant qu'ils ont perdu les revenus à cause du COVID. Il y avait un diome du Sénégal et l'autre du Maroc qui peuvent témoigner de ça. 71 des filles ont perdu leur, des femmes donc ont perdu leurs revenus par rapport à 66% des hommes. Alors, nous voyons que donc le COVID a affecté beaucoup de personnes, les femmes et les hommes. 56% des femmes ont répondu leurs emplois par rapport à 48% des hommes. La grande majorité, 84% des adultes ont répondu en disant que dans les milieux urbains, il y a le problème de payer pour la nourriture par rapport à 75% des personnes qui vivent dans les milieux ruraux. Alors, cela se trouve bien sûr dans le milieu rural. C'est très triste que 86% des répondants donc des handicapés ont dit qu'ils ont des problèmes à trouver de la nourriture. Alors, 67% des enfants ont dit qu'il y a l'augmentation des travail domestique, laver la vaisselle, donc faire le linge, etc. Cela est vraiment inacceptable. Vous voyez aussi que 63% des enfants ont dit qu'il y a l'augmentation dans les responsabilités domestiques. Est-ce que c'est là où nous voudrions que l'Afrique soit? Mais bien sûr que non. La recherche faite par Save the Children nous donne toujours de bonnes statistiques pour les décideurs. Mesdames et messieurs, alors, nous devons assurer que quand nous plaidons pour les politiques avec différents gouvernements que nous avons ciblés, c'est très important de regarder les statistiques parce que les statistiques ne mentent pas. Donc, il y a des chiffres qui sont très importants qui montrent ou qui donnent un message clair sur ce que nous pouvons faire en matière de plaidoyer sur le terrain, parce que cela vraiment n'est pas acceptable comme situation. Vous voyez que 92% des adultes en Afrique de l'Est et Australie ont dit qu'ils ne veulent pas d'argent pour payer pour la nourriture. Imaginez-vous passer la journée ou la nuit sans nourriture. Imaginez cette situation. La situation de ne pas avoir l'argent pour payer les soins de santé. C'est très triste. 60% des adultes ont dit qu'ils étaient en crise à cause de la sécurité alimentaire, l'insécurité alimentaire. C'est-à-dire que beaucoup d'enfants qui n'ont pas accès à certains matériels à cause du COVID, par exemple le matériel d'apprentissage, ne pouvaient pas avoir ce matériel. Alors, les contextes pour les filles ne sont pas disponibles pour les filles. Donc, c'est très triste. Nous devons travailler ensemble et nous assurer que tout cela soit vraiment résolu à travers le plaidoyer en matière de politique
travaillant ou demandant à différents gouvernements pour qu'ils puissent apporter le changement et aussi les décideurs. Donc, il faut qu'ils nous aident dans ce travail. La majorité, donc, dans ces ménages pauvres, ils ont des problèmes. La proportion plus grande vient de ces ménages qui ont perdu plus de la moitié de leurs revenus. Alors, ce qui fait que beaucoup de personnes donc, sont affectées, surtout ceux qui sont dans le milieu rural. Mesdames et messieurs, je voudrais partager avec vous une autre vérification des statistiques de Helpage International, comme analysées à travers les enquêtes de la Banque mondiale. Par exemple, au Malawi, là où notre père donc, vient, 96% des personnes âgées étaient inquiétées pour leur revenus. 83% de ces personnes donc, ont eu des déclins en matière de revenus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette information? Nous devons agir. En Ouganda, par exemple, 86% des personnes âgées étaient inquiétées sur leur perte de revenus domestiques. Au Nigeria, la même chose. 89% des personnes âgées étaient inquiétées sur l'impact sur l'impact sur leurs revenus. 79% de ces propriétaires donc des affaires donc on dit qu'ils avaient vraiment moins de revenus. L'un de nos partenaires continentaux, WIGO, a aussi amené une étude sur le COVID-19, donc sur l'économie informelle, c'est-à-dire la variante numéro 1. Et donc, les impacts ne sont pas différents du COVID normal. Il y a 3 pays qui ont été ciblés. On voit ici que les revenus du travail informel donc, a chuté pendant les confinements. C'est la même chose dans d'autres pays, bien sûr. Il y a les apprentis, donc les moyens de subsistance donc, ne sont plus là. Il y a au Ghana, là où on voit beaucoup de groupes qui gagnaient moins d'un tiers de ce qu'ils a gagné avant la crise. À Durban, en Afrique du Sud, plus de 70% des travailleurs informels ont dit que donc ils n'ont pas pu se rétablir. Au Sénégal, ils n'ont pas été vraiment laissés de côté. À peu près 97% ont dit que leur revenu domestique a vraiment chuté à cause des interruptions donc dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, si nous disons que nous devons laisser les personnes de côté, nous devons travailler ensemble, travailler en solidarité. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici ensemble. Ce n'est pas un dialogue simple, mais nous devons voir ce que nous pouvons faire ensemble parce que ce COVID-19 nous a contraints à trouver les politiques qui puissent nous aider à voir comment nous pouvons prévenir ces calamités. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux différents gouvernements du continent de s'assurer que nous puissions utiliser les opportunités des partenaires que nous avons et l'information disponible à travers ces rapports et enquêtes et les utiliser donc pour plaider pour une bonne cause et s'assurer que la protection sociale soit mise sur une base juridique, aussi sans oublier les cadres juridiques dans nos pays que nous utilisons pour répondre à ces crises. Madame la modératrice, merci beaucoup. Merci beaucoup, Precious Ngonga, pour cette présentation complète, détaillée. Nous avons entendu des enfants, travailleurs informels et les personnes plus âgées qui ont été affectées par le COVID-19. Nous avons aussi entendu le résumé de réflexion sur l'impact du COVID-19 sur différentes populations africaines. Et maintenant,
nous voudrions aller directement aux questions et réponses. Alors, si vous avez n'importe quelle question, sentez-vous à l'aise de la partager en cliquant sur le bouton Q&A pour que les panélistes puissent répondre ou réagir à vos questions. Je voudrais inviter maintenant Jacques Achako, qui est chef de campagne plaidoyer et médias, communication au niveau de ces étudiants qui va animer plutôt cette séance de questions et réponses. Merci beaucoup. Bon après-midi. Chers panélistes et aussi l'auditoire, j'ai deux questions spécialement sur la façon d'impliquer les enfants handicapés et aussi les personnes avec handicap. Je vous ai entendu parler sur les résultats des recherches sur l'impact du COVID-19 et l'assistance est nécessaire pour les enfants et aussi les handicapés. Grèce aussi va répondre sur l'impact des enfants handicapés. Alors, mais on invite aussi d'autres commentaires et questions qui vont être émises à travers le bouton de Q&A. Pardon, j'ai cliqué à ce bouton par accident. Il n'y avait aucune indication sur la façon dont les enfants handicapés ont été affectés. Precious, vous avez mentionné ça quand vous parliez des résultats de la recherche et vous y avez fait allusion. Parlant des défis et ce que Protection internationale peut faire pour ces personnes handicapées. Merci beaucoup. Alors, je voudrais demander à mon collègue de Save the Children et de Helpage International, Hugo, de venir et de répondre à certaines questions. Merci. Moi, je vais intervenir plus tard. On y va? Wego, avez-vous une réaction à propos de la façon dont les personnes handicapées ont été affectées par le COVID-19? Alors, je voudrais réagir. Bien sûr, la recherche a parlé de différents groupes ciblés à ces étudiants, alors va élucider plus tard. Il y a beaucoup d'avantages pour les personnes handicapées de ceci. Nous avons vu dans différents pays, y compris la Zambie. Bien sûr, le fait d'être interviewé, il y a une formation qui a été inclue. Alors, mon collègue va partager une information là-dessus, mais en définitive, la protection sociale est en train de couvrir toutes les parties différentes de l'Afrique, mais aussi différentes personnes plus âgées. Alors, Social Protection n'exclut pas, n'exclut personne, mais il couvre toutes les couches, toutes les personnes, sans tenir compte du type de personnes, etc., que ce soit les groupes vulnérables, les personnes plus âgées, les enfants. Alors, dans la recherche, toutes les personnes ciblées ont été prises en considération et cela est très important donc, en matière de plaidoyer. Merci beaucoup, Precious. Je vois un commentaire dans la messagerie. Quelqu'un parlait sur la question des personnes âgées et les enfants handicapés. Comment ils peuvent être aidés? Merci beaucoup. Alors, on voit ce que Save the Children a fait sur l'impact du COVID et sur les enfants handicapés et les personnes plus âgées. Je vais faire un commentaire sur donc, les résultats du rapport, disant que nous voyons aussi qu'il y a des niveaux élevés
des familles, 83% des parents qui ont perdu plus de la moitié de leurs revenus. Donc, les familles des personnes handicapées. Nous voyons aussi spécialement les membres qui disent qu'il y avait des difficultés à se procurer de la nourriture, du transport. 47% des personnes, donc des parents handicapés, ont dit qu'ils ont connu l'insécurité alimentaire. Alors, particulièrement, ça c'est une inquiétude. Et comme nous avons vu des résultats, il y a beaucoup de besoins. Parce que même les personnes handicapées et d'autres groupes vulnérables donc, doivent être assistés. Alors, j'aurais invité ma collègue à parler sur ces résultats. Merci beaucoup pour votre explication. Merci beaucoup. Je voudrais dire que de WEDGO, les personnes avec handicapées en tenant compte de leur handicap, ils ont vraiment discriminé, marginalisé. Et alors, dans le cadre du COVID-19, celui-ci a affecté beaucoup ces personnes. Il y a des personnes, par exemple, qui ont le problème d'ouïe. Alors, ils dépendent de la traduction de langage de signes. Alors, quand on utilise alors le masque, ces personnes auront des problèmes donc à entendre et à comprendre ce qui se dit parce que normalement, nous communiquons avec les personnes qui ont les difficultés d'entendre. Alors, avec les masques, ils ne peuvent pas lire nos lèvres. Ça, c'est une difficulté. Alors, parce que les personnes handicapées qui sont plus âgées souffrent de la même façon. Donc, ils connaissent une pire expérience. Alors, imaginez-vous si on est dans l'économie informelle et que ce que ces personnes donc vendaient donc, ne sont plus là parce qu'on est dans le confinement. Alors, ils auront beaucoup de fardeaux à porter. Ils seront vraiment plus de problèmes. Mais les enfants handicapés, quand ils sont dans le confinement et qu'ils doivent apprendre en ligne, ils ne peuvent pas avoir les dispositifs pour apprendre en ligne. Alors le système donc qu'ils utilisent donc n'ont pas de système de langage de signes qui peuvent les aider pour comprendre, parce que les enseignants vont continuer à enseigner en ligne sans se soucier de ces personnes qui ne peuvent pas participer parce qu'ils sont handicapés. Alors la protection sociale traditionnelle que nous avons, la distribution de la nourriture et tout ça, le transfert de fonds n'aide pas en matière d'éducation. Ça n'aide pas le système traditionnel de protection sociale. Donc, cela ne bénéficie pas aux personnes handicapées. Donc, voilà, donc ça, c'est une courte expérience que je voudrais partager donc, concernant les personnes vivant avec l'handicap. Mais je pense qu'à travers ce dialogue, nous pourrons partager les instruments politiques et juridiques qui sont là pour aider dans ce sens. Merci beaucoup pour ces contributions. Je sais que Save the Children est capable a pu préparer la communication et formation pour les enfants depuis le début du COVID. Ils ont incorporé d'autres systèmes donc, de langage de signes et d'autres
matériel pour aider les enfants handicapés. Laura, je voudrais que vous puissiez parler sur la question juridique, parce qu'il y a une question qui demande si la crise du Covid a augmenté la visibilité des travailleurs informels. Laura, avez-vous quelque chose à dire? Je voudrais donner l'opportunité à Annie pour savoir si elle a aussi quelque chose à dire. La crise, bien sûr, a augmenté la visibilité des travailleurs informels. Bien sûr, donc, parce qu'on a vu le besoin croissant des travailleurs informels. Je vois que dans beaucoup de pays, donc, les travailleurs informels ont été vraiment visibles. En Afrique du Sud, il y avait le vendeur formel. Nous avons vu le travail informel. Donc, mais le problème qui est là, c'est que malgré qu'ils ont été donc rendus visibles, les problèmes sont toujours là. Je vais mettre le lien concernant l'étude qui a été faite, le lien concernant l'impact du COVID-19. Alors, une chose que nous avons vue, c'est qu'à travers cette étude, nous avons vu que les travailleurs informels n'avaient pas leur propre équipement de protection personnelle. Alors, ils n'ont pas pu se protéger eux-mêmes. Alors, c'est-à-dire en utilisant le savon, de l'eau, désinfectants, masques, etc. Alors, donc la fourniture de protection sociale a été un problème pour les travailleurs informels. Il y a beaucoup de lacunes. Je pense que dans notre étude, 39% des travailleurs informels ont pu bénéficier de l'assistance des gouvernements. Alors, vous pouvez donc dire que vous êtes essentiel, mais ne rien bénéficier vraiment de significatif. Merci beaucoup. Annie, vous pouvez intervenir maintenant et après vous, Madame la modératrice va aussi intervenir. Mais je ne vois pas de commentaires ni de questions sur la section de questions-réponses. Annie, êtes-vous capable d'intervenir? Bien, on peut redonner le micro à la modératrice. Thank you very much, Kijana, for the Oui, Annie, vous pouvez intervenir. Hein? Je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont dit. S'il vous plaît, je veux revenir sur... Annie, just your... Hello? Would you like to talk a bit more about... sur comment la visibilité des travailleurs informels a été augmentée dans la période du Covid. Et c'est vraiment la visibilité. Il y a eu beaucoup de visibilité des travailleurs informels comme résultat des effets du Covid-19. Oui, s'il vous plaît. Je n'ai pas bien saisi la question. Laura, qu'est-ce qu'elle a demandé? I'm trying de la visibilité. Je vais reformuler la question. Est-ce que vous pensez que la crise a fourni une opportunité pour les travailleurs informels? Est-ce que la crise du COVID-19 a vraiment fourni une opportunité ou bien une visibilité pour les travailleurs informels? Oui, dans ce sens, je vais répondre par oui. Parce que la crise du COVID-19 a permis aux travailleurs de l'économie informelle de mieux comprendre que mieux vaut essayer de se prendre soi-même en charge que d'essayer de dépendre sur des programmes étatiques
qui traînent et qui ne sont pas du tout inclusives. Donc, cela a permis quand même un sursaut. Et c'est comme l'exemple que je vous ai donné de ces travailleurs qui, au lieu d'attendre que l'État les aide à pouvoir se nourrir ou bien à nourrir leur famille, ils ont pris l'initiative quand même de s'organiser. Et je crois qu'aujourd'hui, l'alimentation et la nourriture étant la base de l'existence humaine, les acteurs de l'économie informelle ont compris So I guess you are done with the presentation, Annie. Oui. Ah, je reviens. Oui, voilà. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les travailleurs de l'économie informelle ont... Ça vient? Oui. Les travailleurs de l'économie informelle ont compris que, au lieu d'attendre une aide qui émane de l'État, mieux vaut se prendre en charge, essayer de se responsabiliser, tant même qu'on est dans l'informalité, mais essayer d'avoir un sursaut. L'exemple de ces acteurs que je vous ai énumérés tantôt. C'est-à-dire, il faut que la personne vive. Pour que la personne puisse vivre, il faut qu'elle puisse manger. Alors, nous, on a constaté que le focus doit être mené sur l'accompagnement des acteurs dans le changement de paradigme, comme on dit. Essayer de leur trouver des canevas, de pouvoir s'autoproduire dans la production alimentaire et surtout dans l'agroalimentaire. Ça, c'est quand même un constat qu'on a fait. Et nous, au niveau de notre organisation de base, so that you can be able to summarize, so that you can be able to proceed. Thank you. Donc, voilà, l'idée générale, c'est de ne plus attendre beaucoup de choses de l'État, mais d'essayer de trouver des mécanismes d'autofinancement, des mécanismes d'auto-alimentation, comme on dit. Donc, nous, c'est ce que nous avons trouvé comme un plus, une vision. C'est d'aller vers maintenant l'autonomisation des personnes par la transformation dans tous les sens. C'est-à-dire aider les femmes à pouvoir trouver par leurs propres moyens ou bien par des moyens de partenariat à trouver des moyens de subsister, des moyens de subsistance par la formation dans les métiers de transformation agroalimentaire, par la formation aussi dans d'autres métiers innovants, pour que ces travailleurs puissent se prendre en charge en attendant le processus gouvernemental. Okay, thank you very much. Annie, I guess you are done. Vous avez fini maintenant de partager vos opinions. Merci beaucoup pour vos contributions. Je voudrais prendre cette opportunité pour demander M. Lofoko Keforsaman, qui est chargé du bien-être social au niveau de la Commission africaine, l'Union africaine, qui va parler sur la participation continue. Monsieur Lofoko, vous avez la parole. Merci beaucoup. Permettez-moi de prendre cette opportunité pour remercier mes collègues avec lesquels nous avons travaillé. Dans ce consortium pour organiser tout ça. C'est une grande opportunité. Donc, qu'il soit apprécié. Et la médiatrice aussi qui nous a aidés, qu'elle soit appréciée. Tous les acteurs qui ont parlé aussi, je les remercie beaucoup.
Ça, c'est quelque chose qui doit être apprécié. Et je voudrais dire que ça, c'est un dialogue très critique, important, qui est spécial pour moi. Comme je disais avant, du fait que nous avons reconnu les voix des personnes qui sont affectées négativement en cherchant de voir comment nous pouvons résoudre à ça. Donc, le rôle de la Commission de l'Union africaine, donc, qui prévoit donc d'organiser un tel dialogue avec différentes organisations de la société civile. Donc, discuter avec nos gouvernements donc pour discuter ces questions parce qu'elles nous affectent directement et nous avons eu l'expérience personnelle. Il y a aussi les stratégies qui sont en place contre l'impact du COVID-19. Ce qui est très important en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont affectées par l'impact, non seulement par le COVID seulement, mais aussi par d'autres problèmes. Aussi, il faut regarder ce que nous avons appris, des résultats. Alors, certaines questions que nous avons, donc cela peut nous montrer ce que nous avons et ce que nous pouvons faire. Et de là, nous allons voir comment voir comment les enfants ou les travailleurs informels ont été affectés. Et donc, savoir aussi les groupes marginalisés qui ont été impactés par le COVID-19. Il y a la situation, on voit que souvent, elle est en train de s'empirer. Je crois que comme pays africain, comme individu, nous devons prendre la sécurité sociale, la protection sociale au sérieux, parce que le COVID-19 a impacté beaucoup de structures, de secteurs. Donc, c'est à travers la protection sociale que nous pouvons remédier à cet état de choses, parce que le COVID-19 nous expose à être prêts plus que jamais. Et aussi, nous devons aussi apprécier le fait disons, la distribution et l'administration des vaccins. Alors, nous devons voir ce que nous pouvons faire et aussi d'autres organisations onusiennes et d'autres organisations. Il faut que nous voyions ça comme une opportunité et pour que nous disions que nous devons remédier à cela. Enfin, je voudrais dire que la commission de l'UA, qui est ici représentée, a une information. Il faut que nous puissions donc continuer l'engagement ou le dialogue donc au niveau du continent et savoir le soutien dont nous avons besoin de la part de la Commission de l'Union africaine ou d'autres organisations qui peuvent intervenir pour aider. Mais nous tous, nous pouvons le faire. Nous allons discuter de ça dans les dialogues à venir. Enfin, il faut que nous puissions vraiment aider ou bien encourager ce dialogue et inviter les autres à émettre leur vue pour que nous puissions aborder l'impact négatif du COVID-19 et aussi l'impact d'autres pandémies qui puissent surgir plus tard. Merci pour cette opportunité. Merci beaucoup, Kisamani, pour nous avoir parlé sur ce que nous devons faire plus tard. Je voudrais maintenant reconnaître le modérateur qui devrait nous parler de ceci, mais il a eu des défis. Sana Longo, qui est président
de la plateforme de protection sociale du Zimbabwe et aussi représentant de l'Afrique australe. Il a les défis, mais dans le webinaire prochain, il sera le modérateur. J'étais votre hôte modératrice, Cyril Hay, de la plateforme africaine de la protection sociale. Mais avant la fin, je voudrais prendre cette opportunité pour remercier tous qui nous ont rejoints aujourd'hui, remercier les représentants de l'UA, le Foko Resama et d'autres personnes qui ont rejoint de l'UA, représentants des gouvernements, tous les panélistes et tous ceux qui sont venus. Vous trouvez que c'était vraiment un dialogue africain qui était important pour nous, pour que nous puissions avoir les conversations entre le gouvernement africain, la société civile, les personnes affectées par le COVID-19, sur comment nous pouvons aborder les problèmes des personnes donc affectées par le COVID-19, y compris donc le rôle de la protection sociale. Nous apprécions les organisations Helpage International, Save the Children, Social Protection, Self-Friedrich, Zambia et le représentant régional de OIT qui ont organisé ce dialogue virtuel qui est composé de 3 webinaires connectés. La conversation sont sur les voix de la population affectée africaine, les actions du gouvernement pendant la COVID-19 et la vision africaine pour la protection sociale et aussi la construction des mécanismes de rétablissement. Nous aurons notre webinaire le 8 juin, l'autre le 15 juin. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup pour nous avoir rejoints. Merci beaucoup, Social Protection, pour nous avoir hébergés. Nous apprécions votre présence, vos contributions. Merci à tous. Vous pouvez maintenant quitter la discussion. Oui, M. Simon, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup. Je voudrais m'excuser pour le problème technique que j'ai connu. Alors, je voudrais vous remercier beaucoup, Cyril, pour avoir pris la relève comme une personne très capable et faire le travail que j'aurais fait. Mais vraiment, vous avez fait un travail vraiment important. Je remercie Florian pour nous avoir aidés à travers, donc, à résoudre les problèmes techniques. Il m'a préparé à la modération de cette séance, mais malheureusement, j'étais vraiment distrait et interrompu par les défis techniques. Je vais me disponibiliser, être prêt pour la séance prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup et vous êtes le bienvenu. Vous serez capable de continuer. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.